Ok. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Renaud Boulanger. Merci pour l'invitation de me présenter aujourd'hui. Ma présentation aussi va être différente de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Je vais prendre une approche un peu plus chronologique de mon parcours, avec l'idée peut-être que les différentes choses que j'ai faites jusqu'à maintenant sont des opportunités, j'espère, qui seront peut-être disponibles pour vous aussi. Donc, vous allez avoir une espèce d'idée, là, un peu des idées offertes sur un plateau d'une certaine façon de différentes possibilités qui existent dans le domaine de l'éthique. En ce moment, ça fait environ 18 mois que je suis aussi au CUSUM, dans un rôle qui est d'une certaine façon un peu complémentaire à celui de Marjolaine. Je suis conseiller en éthique au Centre d'éthique appliquée du CUSUM. Donc, principalement, mon rôle là-bas, c'est de m'assurer que les protocoles de recherche qui sont soumis au CUSUM protègent les participants et maximisent vraiment les bénéfices qu'ils peuvent recevoir. Donc, vraiment, je suis membre du comité éthique du CUSUM, mais au-delà de ça, mon rôle est aussi de développer des politiques institutionnelles au niveau de l'éthique de la recherche. En tant que conseiller en éthique, on est une équipe, là, on est 4 conseillers en éthique qui travaillent au CUSUM. Chacun, on a d'une certaine façon nos forces, nos intérêts. Donc, moi, c'est vraiment en éthique de la recherche, donc c'est vraiment les dossiers duquel je m'occupe. Le Centre d'éthique appliquée du CUSUM s'occupe aussi de l'éthique organisationnelle ainsi que de l'éthique clinique. Donc, j'ai des collègues qui font davantage des consultations, par exemple, avec des patients. Évidemment, je dis que notre rôle est un peu complémentaire à celui du commissariat, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'il y a le moins de plaintes possibles qui viennent de participants en recherche qui se rendent au commissariat. Vous pourrez poser la question après, voir si on fait une bonne job selon le nombre de plaintes qu'ils reçoivent. D'une certaine façon, moi, je pense que je suis représentatif peut-être d'une nouvelle vague dans le domaine de l'éthique, c'est-à-dire des gens qui, dès le début de leur parcours universitaire, savaient qu'ils étaient intéressés par l'éthique appliquée principalement. Je pense que beaucoup des personnes autour de la table aujourd'hui vont vous parler du fait qu'elles ont un background différent. Elles ont peut-être fait un bac, même un doctorat dans un domaine différent de l'éthique, puis elles en sont venues à cause de réflexions personnelles ou d'événements marquants dans leur vie. Moi, dès que j'ai commencé au bac, ça n'a pas été long que je me suis tourné vraiment vers l'éthique appliquée, vers la bioéthique. Puis ça, je pense qu'on va voir de plus en plus de gens comme ça parce qu'il y a une émergence au niveau universitaire de programmes de plus en plus spécialisés, peut-être qui n'existaient pas avant. Moi, vraiment, j'ai fait mon bac à l'Université de Toronto. Il existait des spécialisations en bioéthique déjà qui étaient assez récentes. C'est un phénomène qui est assez nouveau, je pense. Il y a évidemment des pour et des contre en termes de point de vue professionnel. Je ne viens pas avec l'expérience clinique, par exemple, que certains de mes collègues ont, qui fait que justement, au moment de faire des consultations en éthique clinique, c'est peut-être un volet pour lequel moi je serai un peu moins outillé parce que je n'ai pas ce background-là en tant qu'infirmier ou médecin ou quelque chose comme ça. Je discutais un peu, en fond, à l'Université de Toronto, comme je vous ai dit, j'ai fait mon bac là-bas. Au départ, là, vraiment, moi, je me dirigeais vers les sciences cognitives. J'étais absolument fasciné par les avancées qu'on faisait en neurosciences. Ça, c'est en 2005. Mais la raison pour laquelle je me suis vraiment tourné vers la bioéthique, c'est que je me souviens d'un prof qui, lors d'un cours assez candide où il y a comme partie du script de son cours, puis il s'est mis un peu à nous parler, un peu comme on fait aujourd'hui, de nos expériences personnelles. Il me disait, en fait, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine des sciences cognitives, puis j'ai pas plus d'assurance ou que ce que je sais à propos de l'esprit humain est différent de ce que je connaissais il y a 15 ans. Enfin, d'une certaine façon, moi, j'ai reçu ça un peu comme ça fait 15 ans que je stagne d'une certaine façon, ou que je n'ai pas plus d'assurance. Puis moi, c'était quelque chose avec lequel je me suis rendu compte que j'aurais beaucoup de difficultés à vivre. Je ne pouvais pas m'imaginer que 15 ans plus tard, de me dire que j'ai l'impression d'être au même stade que où j'étais il y a 15 ans. C'est pour ça que je me suis tourné vers un autre type de philosophie, puis c'est vers l'éthique appliquée que je me suis tourné, justement avec, à cette époque-là, naïve, là, je vous dirais que ma position, ce que j'en pense, a beaucoup évolué depuis, mais l'éthique appliquée, surtout dans le domaine de la santé, je voyais ça comme un peu une façon là, de réconcilier
mon intérêt pour la philosophie, avec le sentiment de devoir accomplir quelque chose, puis me coucher la nuit en me disant j'ai fait quelque chose de bien. Comme je vous dis, ça a un peu changé maintenant. Je pense que j'ai beaucoup plus de doutes maintenant envers les personnes qui me diraient je travaille en éthique appliquée, surtout en milieu hospitalier, puis qui me disent je me couche le soir en sachant que ce que j'ai fait, c'était 100% bien. Je pense que j'étais peut-être un peu plus naïf à l'époque que je suis aujourd'hui. Mais néanmoins, ça explique un peu le début de mon parcours. À l'Université de Toronto, j'ai été extrêmement choyé en termes des opportunités que j'ai eues dès ma deuxième année. Certains d'entre vous, là, si vous êtes intéressés à l'éthique, vous connaissez peut-être le Joint Center for Bioethics. Ils sont à l'Université de Toronto. Ils offrent des programmes d'emploi d'été. Donc, à partir de la deuxième année, j'avais appliqué pour un emploi d'été. Plutôt que de me ramasser au Joint Center for Bioethics à faire un projet avec les autres étudiants au bac, je me suis en fait retrouvé dans un hôpital qui a été ma première exposition au domaine de l'éthique clinique. C'était un fellowship qu'il y avait en éthique clinique, puis la personne qui devait le prendre, qui était quelqu'un qui faisait des études graduées, a dû quitter le poste pour des raisons personnelles. Donc, je me suis retrouvé à faire ça. J'ai été jeté en tant que deuxième année là, de bac. J'ai fait, en fond, une évaluation du programme de directive avancée, un projet pilote qu'il y avait. Donc, j'ai interviewé des infirmières, des médecins, mais aussi des patients et des familles. Fait, dès cet été-là, j'ai vraiment été exposé à l'éthique clinique. Ça m'a fait réaliser que vraiment, moi, ce qui m'intéressait en fait dans l'éthique appliquée, c'était en plus l'éthique de la recherche. Aujourd'hui, je serais d'accord, peut-être plus, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'éthique en recherche de façon plus générale, mais à ce moment-là, je me disais vraiment que c'était l'éthique de la recherche qui m'intéressait. Puis donc, à ce moment-là, à l'Université de Toronto, là, après cet été-là, on était dans un contexte, là, certains d'entre vous, si vous êtes en santé publique, vous vous souviendrez peut-être, vous connaissez probablement la fondation de Bill et Melinda Gates. À cette époque-là, ils avaient un gros programme de recherche qui s'appelait Grand Challenges for Global Health, qui était un projet de recherche. En fait, ils finançaient une quarantaine de projets. C'était un programme d'un demi-milliard de dollars. Puis, il y avait une équipe à Toronto qui était engagée comme consultant auprès de la fondation. Puis, eux, ils donnaient des conseils, faisaient des consultations en éthique de la recherche avec ces équipes-là. Puis moi, donc, c'est ça, je me suis joint à cette équipe-là. Puis, finalement, j'ai été avec eux pendant 5 ans. Au début, là, comme étudiant d'été, après comme assistant de recherche, puis après, j'étais vraiment plus consultant indépendant. Fait que mon parcours a fait que j'étais plus basé à Toronto, je me suis promené après, mais je travaillais toujours pour eux. Donc ça a vraiment été une opportunité là, extraordinaire qui a vraiment marqué mon parcours, puis qui m'a vraiment permis de réconcilier deux passions que j'avais, donc l'éthique de la recherche, puis vraiment l'aspect santé internationale. Depuis que j'étais jeune, j'avais vraiment un intérêt pour les questions internationales. En fait, quand j'étais au secondaire, je me voyais comme diplomate. Ces temps-ci, avec les négociations autour de l'ALENA, je me dis que j'aurais peut-être dû continuer dans cette voie-là. Mais donc, c'est ça. Donc, j'avais vraiment un intérêt pour le volet international, puis d'être vraiment à l'Université de Toronto au moment où il y avait la consultation pour la Fondation, c'était vraiment un moment parfait pour moi. Ce qui a fait que j'ai fait un parcours un peu atypique au niveau du bac, c'est-à-dire que plutôt que de me dépêcher à finir mon bac pour essayer de passer à l'étape suivante, soit à la maîtrise, soit trouver une job tout de suite, en fait, j'ai plutôt rallongé mon bac. Donc, j'ai fait des études à temps partiel au bac afin de vraiment pouvoir maximiser le temps que je passais avec cette équipe-là, qui est probablement une des meilleures décisions de ma vie, honnêtement. Ça m'a vraiment donné des opportunités de carrière vraiment bonnes, puis une formation là, incroyable. Une fois que j'ai terminé mon bac, je me suis envolé pour Londres. J'ai fait un stage avec le Lancet là-bas pendant quelques mois. Donc, vous allez connaître le Lancet, là, la revue médicale. Ça aussi, ça a été une formation hyper formatrice. Puis c'est aussi quelque chose, en fond, que je continue, qui a développé chez moi un intérêt pour le monde de l'édition. Puis aujourd'hui encore, là, je continue dans cette voie-là en étant éditeur d'une revue canadienne de la bioéthique, là, qui s'appelait Bioéthique Online, puis on vient juste de changer son nom pour la revue canadienne de bioéthique. Donc, c'est vraiment mon passage au Lancet a facilité là, mon incorporation dans le monde de la publication et de l'édition aussi.
En même temps, à ce moment-là, encore une fois, je vous parlais de cette idée d'avoir des contrats et des collaborations avec des personnes, même si on n'est pas physiquement avec eux. Donc, un des trucs que j'ai fait, c'est, j'avais aussi un intérêt là, avec la tuberculose que j'ai encore, c'est aussi un volet que je continue d'explorer aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment un engouement pour les nouveaux médicaments en tuberculose, mais aussi tout un engouement pour la recherche, parce que pendant 40 ans, on n'a pas eu de nouveaux médicaments pour la tuberculose. Puis là, on s'est rendu compte que bon, il y a de la résistance aux médicaments qui commençait à émerger. Donc, il y a eu des investissements massifs en recherche qui se sont faits. Donc là, au niveau de l'éthique, il y a tout eu un questionnement de comment est-ce qu'on fait de la recherche au niveau de la tuberculose, avec des nouveaux médicaments de la tuberculose. C'est un contexte de grande vulnérabilité, maladies infectieuses, tout ça. Donc, il y a vraiment des questions éthiques qui sont très intéressantes qui se posaient. Donc, j'ai participé avec une équipe là, à l'adaptation de documents. Je m'excuse, j'ai juste le mot en anglais qui me vient, le guidelines, mais pour vraiment comme nous dire un peu comment on doit approcher la recherche sur la tuberculose. Donc ça, j'ai participé à ça. Donc ça aussi, ça a été un point quand même important de ma carrière parce qu'on a eu une bonne reconnaissance pour ce travail-là. Par la suite, c'est un document qui est utilisé maintenant beaucoup dans les essais cliniques au niveau international. Les National Institutes for Health ont financé un projet pour faire l'évaluation de ce document-là. Ça avait été cité par la commission présidentielle en bioéthique américaine comme étant un bon document, un bon exemple de comment on doit faire l'engagement des communautés au niveau de la recherche. Donc, encore une fois, tout ça, c'est le genre d'opportunité que j'ai eu parce que j'étais affilié dès mon bac, d'une certaine façon, avec ce groupe-là à Toronto. Donc, quand je vous dis que ça a valu la peine, d'une certaine façon, de continuer ce type de collaboration-là au cours des années, même si moi-même, je me déplaçais, c'en est un exemple. Après ça, si je me projette, j'ai commencé en 2012, j'ai commencé ma maîtrise ici à McGill. Puis encore une fois, j'ai pris un peu la même approche qu'au bac, c'est-à-dire de ne pas juste me focusser sur les exigences académiques, mais aussi essayer de trouver qu'est-ce que je pouvais faire en dehors. Puis c'est comme ça que je me suis mis à collaborer avec l'Organisation mondiale de la santé pour développer un manuel de formation pour vraiment qui regardait aux enjeux de santé publique pendant les épidémies et tout ça. Moi, mon mémoire évaluait de cette façon les enjeux éthiques auxquels font face les chercheurs en situation de crise humanitaire, suite à un tremblement de terre, par exemple, et tout ça. À ce moment-là, l'OMS travaillait sur une publication qui était assez semblable. Puis mon superviseur, on lui avait demandé d'écrire un chapitre sur ce sujet-là. Je me suis joint à lui, puisqu'il a commencé d'une certaine façon avec l'écriture d'un chapitre. C'est terminé par une coédition, finalement, de ce volume-là, qui a été utilisé, par exemple, pendant les crises, l'épidémie d'Ebola, par exemple. L'OMS a vraiment utilisé ce manuel-là pour faire la formation sur le terrain. Fait, comme je vous dis, ça, c'est le genre de choses qui m'a beaucoup retardé dans l'écriture de mon mémoire. Ça a été beaucoup de travail, mais pour moi, ça a encore été une fois quelque chose qui a été extrêmement utile, qui m'a permis de développer des collaborations, justement, vu que c'est un livre avec différents auteurs, ça m'a permis de développer des collaborations avec différents de ces auteurs-là, puis ce sont des collaborations que certaines d'entre elles, j'ai encore aujourd'hui. Donc, c'est encore une fois pour moi l'aspect prendre un peu plus de temps au niveau académique, si on est impliqué en dehors de ce qu'on fait, peut valoir la peine. Une autre chose qui m'a retardé dans le processus de graduation à McGill, c'est que le Centre de recherche pour le développement international, donc certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, on connaît les 3 conseils, les 3 grands conseils qui financent la recherche au niveau pan-canadien. Le CRDI finance la recherche en développement international, donc principalement des chercheurs dans les pays en voie de développement. Mais ils ont un programme qui est absolument exceptionnel, qui est un programme de transition vers le marché du travail pour les étudiants qui sont soit encore aux études, soit qui ont récemment terminé. C'est une année pendant laquelle
les bureaux sont à Ottawa, mais 50% de notre temps doit être dédié à travailler pour l'organisme. L'autre 50% du temps, on fait de la recherche indépendante. Donc, moi, je me suis joint au CRDI dans le cadre de ce programme-là, dans ma dernière année de maîtrise. Puis ça m'a permis de faire la recherche. J'étais allé au Burkina Faso, par exemple, grâce au CRDI. Puis, dans le fond, au CRDI, moi, je me suis joint là, au comité consultatif en éthique de la recherche, qui était, dans le fond, le comité vraiment qui faisait, encore une fois, des consultations au niveau de l'éthique de la recherche au niveau institutionnel. Donc, parfois avec des chercheurs qu'on finance, mais aussi avec la recherche qui se faisait à l'intérieur du CRDI. Donc, ça, c'est le type d'expérience que j'avais. Puis, finalement, en fait, ils m'ont offert de rester là pour une deuxième année, mais c'est à ce moment-là, dans le fond, que le CUSUM m'a recruté pour devenir conseiller en éthique. Fait que, ça fait 18 mois, finalement. Fait que, ça vous donne un peu une idée de c'est quoi mon parcours jusqu'à maintenant. Des petits conseils comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux offrir à des gens qui sont finalement pas très différents de moi, parce que ça fait pas longtemps que j'ai terminé mes études. J'ai rien de complètement différent que vous aurez jamais entendu, mais je pense que mon parcours vraiment montre que le savoir qu'on essaie de vous partager parfois fonctionne vraiment. Donc, essayez de poursuivre des collaborations avec des gens qui sont à l'extérieur de votre réseau immédiat, c'est super important. Donc, en ce moment, par exemple, j'ai des collaborations avec des chercheurs dans l'Ouest canadien, mais aussi en Australie, puis dans différents endroits. Ce genre de choses-là vous ouvre des portes dans le futur. Donc, c'est bien d'être bien ancré dans son milieu, mais c'est aussi important, je pense, dans le domaine de vraiment essayer d'aller chercher ailleurs, parce que ça l'ouvre énormément de portes. Je suis sûr que vous êtes vraiment fait dire, moi je me suis fait dire tout au long de mon parcours académique d'essayer de dire non le moins souvent possible aux offres, aux opportunités que vous avez. Le bémol que j'ajouterais à ça, il y en a deux. C'est la première chose, dites pas oui si vous ne serez pas capable de faire ce qu'on vous a demandé de faire, parce que quelqu'un de déçu parce que vous n'avez pas performé, je pense que c'est quelqu'un de... Dans le fond, cette situation-là est pire que d'avoir dit non à quelqu'un qui peut vous revenir vous chercher après. Mais je pense aussi, puis moi, j'ai vraiment un parcours, j'ai été extrêmement chanceux tout au long de ces années-là, d'avoir une panoplie de mentors qui m'ont énormément supporté, puis qui m'ont vraiment donné toujours le crédit qui était mérité, puis parfois qui se sont forcés pour, d'une certaine façon, m'en donner plus, comme vraiment valoriser le travail que j'ai fait. Fait que je vous dirais, oui, dites oui quand vous faites offrir des choses, mais seulement si vous allez recevoir le crédit qui vous est mérité, parce que j'ai beaucoup de collègues qui se sont retrouvés dans des situations où ils ont travaillé très fort pour pas grand-chose finalement, pour peu de lignes sur leur CV, alors qu'ils ont passé beaucoup de temps à travailler pour d'autres gens. Fait que juste faire attention à ça. Mon troisième point est vraiment lié à ça, mais je vous l'ai déjà dit, j'ai eu des mentors exceptionnels. Je vous dirais, c'est vraiment important de trouver du monde qui vont vraiment vous ouvrir des portes. J'ai aussi des collègues pour qui les superviseurs, par exemple, ont plutôt fait l'inverse, ont fermé des portes, ont essayé de les encadrer le plus possible, puis ne pas leur permettre d'aller au dehors. Oui, ça m'a pris plus de temps à finir mon bac que la plupart des gens. Oui, ça m'a pris plus de temps à finir ma maîtrise ici à McGill que ce qui est idéal d'une certaine façon d'un point de vue institutionnel. Mais le nombre de portes que ça m'a ouvert, je pense, en vaut vraiment la chandelle. Quatrièmement, appliquer à tout ce que vous voyez. Je pense que on a tendance souvent à voir des trucs, des prix, etc. On se dit, ça doit être super compétitif, je ne suis pas certain d'avoir des chances. Souvent, les choses sont un petit peu moins compétitives que ce qu'on penserait. Donc, ça vaut la peine d'appliquer pour ces choses-là, parce que parfois, vous pouvez être surprise. Puis, en cinquième lieu, pour moi, je pense que un des trucs au niveau personnel qui m'a beaucoup utilisé, ça a été d'être d'une certaine façon un information hub. Ça, je me suis souvent fait dire par les gens que c'est quelque chose qu'ils appréciaient de moi. Quand je vois des opportunités que je sais que quelqu'un pourrait être intéressé par ça, je vais leur envoyer cette opportunité-là. J'ai des collègues, par exemple, mon superviseur de maîtrise, par exemple, j'ai déjà facilité une collaboration avec quelqu'un d'autre que je savais, enfin, je les ai mis en contact, puis ça a mené à une demande de subvention, par exemple. Ce type de, quand vous jouer ce rôle-là, ça vous met d'une certaine façon au centre d'un réseau qui, encore une fois, va vous ouvrir des portes. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous conseille.
La dernière chose sur laquelle que je veux partager avec vous, on en avait parlé là, des opportunités. Fait que je veux partager avec vous certaines des opportunités qui sont disponibles pour vous. Au Centre d'éthique appliquée, si vous êtes intéressé par l'éthique de la recherche, bien, on est toujours à la recherche de membres pour se joindre au comité d'éthique. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous. On est aussi ouvert à des types de collaboration en recherche. On ne fait pas énormément de recherche parce qu'on n'a pas les capacités pour le faire. Mais si on avait des gens de l'extérieur qui venaient nous voir et qui nous disaient « Écoutez, j'ai vraiment un projet qui m'intéresse. Est-ce que je peux avoir accès à certaines ressources au niveau hospitalier? » Tout ça, c'est le genre de choses qui pourraient être possibles. Donc, vous ne gênez pas pour venir frapper à notre porte. Je vous ai déjà parlé de la Revue canadienne de bioéthique. On est toujours à la recherche aussi de gens pour se joindre au comité éditorial. Puis on est toujours aussi ouvert à des suggestions de numéros spéciaux. Donc, s'il y a un sujet au niveau de la santé publique qui vous intéresse vraiment, encore une fois, à frapper à notre porte, on est toujours à la recherche de gens qui vont prendre les devants à ce niveau-là. Si vous êtes en santé publique et que vous ne connaissez pas l'American Public Health Association, je vous recommande fortement de devenir membre. Ils ont une section en éthique. Il y a peu de gens qui sont dans cette section-là, mais encore une fois, il y a des excellentes opportunités. La section en éthique de APHA revoit toutes les politiques des différents comités de APHA. Puis, il y a toujours une demande là, en éthique de faire des évaluations puis des recommandations. Donc, si vous voulez vraiment, puis APHA s'occupe de tout, là, comme des maladies chroniques, tout ce que vous pouvez penser en santé publique. Donc, c'est vraiment une super façon de vraiment contribuer au niveau de la santé publique. Puis, ils ont un poster, ils ont un prix aussi pour les posters annuellement. Comme je vous dis, ça fait partie des choses qu'il n'y a pas énormément de gens qui appliquent pour ça. Fait que ça, c'est moi qui ai gagné la première année. Donc, je vous conseille d'y aller. C'est aussi une super conférence, super intéressante. Si vous ne connaissez pas la Fondation Brochet, qui est à Genève, qui est un endroit absolument merveilleux, il y a 2 opportunités qu'ils offrent annuellement. La première, c'est des résidences qui sont ouvertes. Cette année, vous les avez jusqu'au 31 janvier. Vous pouvez aller là. Je pense que c'est environ 3 mois. Vous pouvez passer à aller là-bas pour écrire, mettons, un chapitre de livre, une thèse, etc., etc. Il y a souvent pour des gens assez juniors, c'est complètement financé. Il y a des bourses qui existent. Ça, c'est des photos de la vue que vous avez. C'est vraiment un environnement spectaculaire. L'autre option qu'ils offrent, c'est la possibilité de faire des workshops, des symposia, qui sont aussi, pour lesquels ils ont aussi de l'argent. Donc, vous mettez en groupe et ça vous permet de faire venir des gens d'un peu partout dans le monde pour discuter d'un sujet qui vous intéresse. Encore une fois, si vous êtes à l'étape de devoir vous créer un réseau, c'est une opportunité absolument fantastique. Au niveau de la santé publique, je pense qu'un des endroits où l'éthique n'a vraiment pas joué le rôle qu'elle devrait jouer, c'est vraiment au niveau de la santé en première ligne. Donc, par exemple, dans les CLSC, puis vraiment comme dans les soins qui sont reçus à la maison. Je mentionne le Community Ethics Network, qui est en Ontario, mais au niveau de la province, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont à mettre là-dedans. Donc, si vous voulez vous créer une niche qui est vraiment qui va être la vôtre. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités à ce niveau-là. J'ai déjà mentionné les programmes offerts par le Centre de recherche pour le développement international. Les demandes sont normalement dues à la fin de l'été. J'ai regardé, ils ne sont pas encore annoncés. Fait qu'il y a le Research Award Program, ça, c'est les bourses de recherche que j'ai faites. Donc, 50 du temps qu'on passe à travailler pour l'organisme, 50 à faire la recherche indépendante, qui est vraiment, je pense, une des plus belles opportunités qui est disponible pour les étudiants et les jeunes chercheurs. Ils ont aussi spécifiquement des bourses de recherche. Donc, si vous ne voulez pas aller à Ottawa, passer du temps puis travailler là, si c'est vraiment la recherche qui vous intéresse, il y a aussi des subventions de recherche qui sont disponibles. Puis, il y a toujours aussi des petites subventions, là. Même s'ils n'ont pas d'appel, c'est toujours possible de communiquer avec le CRDI puis leur dire, écoutez, j'ai une idée absolument géniale. Pouvez-vous nous donner quelques milliers de dollars pour travailler là-dessus? Évidemment, c'est plus au niveau de la santé internationale, développement international, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai gardé peut-être la chose la plus prometteuse pour la fin. Je vous ai parlé, dans le fond, du service de consultation de la Fondation Bill & Melinda Gates, qui était à l'Université de Toronto. Ils sont maintenant à l'Université McMaster.
Puis, en ce moment, en fait, ils recrutent. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être le plus intéressant. Donc, j'ai des collègues là-bas qui m'ont demandé de mentionner cette opportunité-là. Peu importe où vous êtes, là, je veux dire, ils ont des opportunités au niveau, au niveau du baccalauréat, mais aussi des études graduées. Ils ont des fellowships. Vous pouvez être des assistants de recherche, des officiers de recherche. Il y a de l'enseignement possible. Donc, n'hésitez pas à prendre en note le contact de Eilish si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, merci.